Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que les analystes et chercheurs sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, ces derniers appellent à la précaution dans la diffusion des écrits des historiens sur le génocide spécifique à chaque district du pays, tout en partageant uniquement des informations véridiques et vérifiées. Cette mise en garde a été lancée en vue de protéger la jeunesse à venir du pays et du partage d'informations erronées pouvant justement effectuer leur jugement sur cette histoire tragique que le Rwanda a traversée. Patrick Nyirindandi nous en dit plus ici. Lors de son audition devant le parlementaire, membre de la commission sénatoriale des relations extérieures et de la coopération, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a rappelé l'importance de rapporter des faits et vérités historiques sur le génocide perpétré contre les Tutsis et éviter des erreurs préjudiciables à cette vérité historique. L'histoire du génocide serait en danger, selon l'historien Tom Ndairo, car certains faits transmis sans respect des vérités, et cela risque de compromettre, mais aussi déformer cette vérité historique par ceux qui sont appelés à la préserver pour les générations futures. Le plan d'enregistrement de recherche sur le génocide dans chaque district du pays avait été annoncé lors du 13e dialogue national qui s'était tenu en 2016. Ce dialogue national avait recommandé que toutes les institutions publiques, privées, religieuses, bancaires, commerciales et autres, à faire une transcription de cette vérité historique qui relate le déroulement du génocide perpétré contre les Tutsis dans leur environnement immédiat. Merci donc à Patrick Nyirindandi justement à ce propos. 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis en 1994, l'unité et la réconciliation du peuple rwandais ont été des piliers sur lesquels le Rwanda s'est appuyé pour relancer son renouveau. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Bizimana, nous a accordé une interview pour nous parler du chemin parcouru par le Rwanda à travers cette vitrine de l'unité nationale et de la réconciliation. Il revient également sur les facteurs et défis qui aujourd'hui sont un danger pour cette unité et surtout des politiques mises en place par le gouvernement du Rwanda pour protéger plutôt cette unité du peuple rwandais. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, l'unité et la réconciliation des Rwandais ont été des facteurs déterminants pour le renouveau du Rwanda. Monsieur le Ministre, vous pouvez nous dire, en donnant peut-être quelques exemples, de quelle manière l'unité et la réconciliation ont joué justement ce rôle de recréer un nouveau Rwanda? Il y a plusieurs faits qui montrent que l'unité des Rwandais a franchi depuis la fin du génocide commis contre les Tutsis en 1994 un progrès considérable. Rappelez-vous qu'en 1994, le Rwanda était totalement détruit, toutes les institutions étaient démolies et le processus de reconstruction a commencé par ce qu'on appelait le dialogue de Rugwiro, c'est-à-dire que toutes les catégories de population ont été invitées, ont participé à ces échanges. Et ces échanges ont permis de puiser dans la culture rwandaise les valeurs sur lesquelles le nouveau Rwanda devait se fonder. Et il s'agit notamment d'avoir mis en place des institutions élus, choisis par les Rwandais eux-mêmes, d'avoir mis en place même un système, des systèmes de résolution des conflits basés sur nos valeurs locales. Et cela, je ne dois pas parler du processus Gachacha que vous connaissez très bien, c'était un processus participatif
qui a permis en même temps de résorber le contentieux du génocide qui était énorme. On peut rappeler que vers 1996, on avait environ 130 000 détenus accusés de génocide. Et si on considérait les lois modernes du droit qu'on connaît, on a vu que ces gens-là allaient être jugés dans un délai de 160 ans. Si on suivait le rythme ordinaire d'être présenté devant un juge avec des avocats, donc tout le système judiciaire tel qu'on le connaît. Donc c'était pratiquement infaisable. Raison pour laquelle le Rwanda a puisé dans sa propre écriture des modalités de résoudre le conflit et en même temps des modalités qui permettaient de reformuler l'harmonie sociale qui avait été brisée par le génocide. Et donc, le pas qui a été utilisé pour reconstruire le pays en passant par le système judiciaire est l'un des exemples qui a permis en même temps de reconstruire l'unité des Rwandais. Parce que cette justice-là n'a pas uniquement choisi pour punir. Elle a aussi choisi, vous connaissez bien les travaux d'intérêt général qui permettaient de faire des travaux publics et puis d'être réinsérés dans la société. On a instauré le système de plaidoyer de culpabilité. Donc les gens qui affirmaient les crimes qu'ils avaient commis, qui faisaient des aveux de culpabilité, recevaient une peine mineure. Et l'immense majorité de ces personnes sont sorties de prison et sont dans la société. Et on peut aussi citer le fait d'avoir intégré, et c'est d'ailleurs un fait unique dans l'histoire du monde, hein, le fait de voir que des soldats de l'ancienne armée gouvernementale, dont qui faisait partie d'une armée qui avait commis le génocide, le gouvernement rwandais a appelé ces gens-là à former une armée commune avec l'APR. On a créé une nouvelle armée composée de ces deux unités-là. Et c'est quelque chose du jamais vu dans le monde. Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux maintenant, Monsieur le ministre, de cette unité et réconciliation 30 ans après? Vous avez des chiffres? Est-ce que c'est palpable? C'est quelque chose de palpable concrètement? Oh, parfaitement. Disons que tous les 5 ans, nous faisons une étude, ce qu'on appelle le Reconciliation Barometer, c'est-à-dire le baromètre de la réconciliation. C'est une étude qui tous les 5 ans, essaye d'examiner profondément, sur base des faits précis, sur base des politiques installées, de voir quel est le degré, le niveau d'avancement de l'unité des Rwandais. Alors, la dernière recherche date de 2020. Nous sommes en train maintenant de faire notre. Alors, l'étude de 2020 a montré que l'unité des Rwandais est arrivée à 94,3%. 94,3%, c'est-à-dire que les Rwandais montrent clairement que le progrès d'unité arrive à un point intéressant. Mais cela signifie que les 6% qui restent, c'est là où il faut travailler. Parce que dans les 6%, on y trouve des facteurs quand même très gênants, comme l'idéologie du génocide, qui continue de persister, même au sein des jeunes générations. Parmi quelques générations qui sont nées même après le génocide. Et donc cela est inquiétant parce que cela prouve qu'il y a une continuité de l'idéologie du génocide, même si c'est un chiffre minime. Mais il ne faut pas sous-estimer cela. Il faut donc travailler sur ces facteurs qui continuent de perturber, disons, le degré d'avancement de l'unité du peuple rwandais. Vous avez épinglé les facteurs, bien sûr, qui vont avec les défis auxquels fait face cette unité réconciliation. Comment comprendre que des jeunes générations, même nées après le génocide, qui n'ont pas connu cette époque, puissent aujourd'hui consommer cette idéologie? Est-ce que c'est des facteurs à l'intérieur du pays ou il y a d'autres facteurs externes qui puissent déjà emprisonner cette jeune génération? Il y a les deux. Hein. Il y a des facteurs internes et des facteurs extérieurs. Les facteurs internes d'abord parce que nous sommes dans une société marquée par plus de 35 ans où l'idéologie anti-Tutsi était mise dans la politique. Depuis 1956 pratiquement, on a assisté à la création des associations sur base ethnique, associations comme le mouvement social Muhutu, associations comme l'association pour la promotion sociale de la masse. Toutes ces associations-là ont finalement créé des partis politiques. Et ces partis politiques, comme le Parti Muhutu, le MRND, la CDR, ont gouverné le pays et ont fonctionné sur une base exclusivement ethnique. Vous parlez donc de l'institutionnalisation de la discrimination.
pas uniquement de la discrimination, mais plutôt la politisation des partis politiques sur une base ethnique. Ethnique où les Tutsis étaient exclus et la politique est basée sur ce qu'on appelait le principe de la majorité ethnique, c'est-à-dire les Hutus. Alors, il y a des traces qui sont restées. Cette politique a laissé des traces, que ce soit au niveau de ses concepteurs, dont certains sont encore en vie, et même ceux qui ont hérité de cet héritage. Ceux qui ont hérité de cet héritage, maintenant, c'est une génération de 40 ans, hein, 40, 45 ans, 35 ans comme ça. Alors ces gens-là, qui sont actifs, ce sont des intellectuels qui ont fait des études universitaires et certains d'entre eux continuent de penser que ce système-là est un système correct et que le Rwanda, d'après le génocide, peut continuer à fonctionner sur cette base-là. Et je dirais que c'est même un phénomène social ordinaire. Quand vous voyez le génocide commis contre les Juifs, il y a des gens qui, les négationnistes du génocide des Juifs, tous, l'immense majorité n'étaient pas nés. Donc, c'est un phénomène qui existe socialement dans des pays qui ont connu des crises profondes, mais ce genre d'événement, ce genre de fait, de négationnisme, perd son sens petit à petit, progressivement. Mais il y a toujours des traces. Il ne faut pas rêver en pensant qu'un jour ou l'autre, on va se lever le matin et on trouvera que la société rwandaise est devenue sainte à un point où il n'y a plus aucun négationniste. Parce qu'il y a justement ces traces qui sont historiques, qui ont été ancrées dans la politique, enseignées dans les écoles, enseignées dans l'administration, pratiquées au niveau interne et aussi au niveau international. Alors pour les facteurs extérieurs, ce sont surtout les auteurs du génocide, c'est-à-dire les anciens cadres civils, politiques, militaires. Toutes ces personnes-là sont parties à l'extérieur, l'immense majorité d'entre eux. Et le tribunal pénal international pour le Rwanda n'en a jugé qu'une petite minorité. Donc, tout le reste là, ils sont dans différents pays, ils ont obtenu la nationalité et ils ont leur influence. Ils ont l'influence de leurs amis, des gens comme Philippe Regens et autres. Il y a des missionnaires qui les ont aidés. Ils bénéficient en fait de ces soutiens des extérieurs et ils continuent d'utiliser le bénéfice des social media, de la communication, des technologies de l'information et de la communication pour diffuser leur idéologie. Donc voilà les deux. J'ajouterai un troisième élément, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui ont des contacts au Rwanda et qui essaient d'influencer les familles, d'influencer les amis, les collègues. Et souvent, comme ils les aident financièrement, ils utilisent cet appui financier auprès de leur famille pour essayer de recruter, d'intéresser les jeunes à entrer dans cette idéologie anti-unité rwandaise. Mais heureusement, c'est encore une fois une petite minorité. Mais ce sont des facteurs auxquels nous assistons. À côté de ça, Monsieur le ministre, récemment, on vous a vu, vous personnellement, avec d'autres responsables du gouvernement et même au plus haut niveau, vous vous êtes levé contre des faits qui se sont passés au nord du pays où un rassemblement de gens dits d'une famille, d'un même clan, a posé des problèmes. Et les institutions ont montré que l'unité des Rwandais a été affectée. Voulez-vous bien peut-être nous expliquer en quoi est-ce que de tels rassemblements peuvent affecter justement cette unité du peuple rwandais 30 ans après le génocide? Il y a des institutions reconnues, des institutions d'État, des institutions privées. Alors, lorsque un petit groupe d'individus, sur base clanique ou sur base régionale, sur base communale, sur base territoriale, essaye de constituer des institutions parallèles aux institutions d'État, c'est un système extrêmement dangereux pour l'unité des Rwandais et pour le pays en général. Et la Constitution et différentes lois interdisent tout groupement fondé sur la division, sur le sectarisme, sur l'ethnisme, etc. Donc nous condamnons et surtout nous conseillons les populations à se mettre ensemble, à travailler ensemble. C'est très bien de mettre en place des coopératives, de mettre en place des sociétés. Mais il faut que ce soit des sociétés, des coopératives fondées sur une entraide, ça c'est vrai, mais qui respectent les lois, qui respectent les lois du pays et surtout qui sauvegardent d'abord l'unité des Rwandais. Ça c'est essentiel, c'est un principe essentiel, un principe constitutionnel qui doit être suivi par tous citoyens. Les chrétiens se fondent sur la Bible, par exemple, les musulmans sur le Coran.
Et chaque matin, on doit veiller à ce que les principes bibliques soient respectés ou à ce que les principes coraniques soient respectés. De notre côté aussi, c'est la même chose. Tout citoyen rwandais doit chaque matin en se levant, tout au long de la journée, veiller à ce que le principe constitutionnel d'unité des Rwandais soit le premier point primordial qui doit guider toute sa vie au quotidien. Et pour terminer, Monsieur le ministre, aujourd'hui, quelles sont les politiques mises en place pour justement garder, préserver cette unité et réconciliation du peuple rwandais afin de garantir un avenir radieux pour le peuple rwandais? Oh, il y en a beaucoup. Citons uniquement la Constitution du Rwanda, la Constitution de la République du Rwanda, qui est une constitution élue par référendum par toute la population. Et cette constitution, notre constitution, est fondée sur le principe fondateur d'unité nationale. Et la absolument, oui. Et une constitution, vous savez, c'est la plus grosse institution du pays. Et puis deuxièmement, il y a des institutions qui ont été mises en place sur base justement de cette constitution. Et ces institutions, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ce sont des institutions publiques choisies par la population elle-même. Il y a différentes lois, et ces lois-là, toutes sont destinées à accorder, si vous voulez, le progrès social de toute la population, à travailler pour l'intérêt de tout citoyen. Donc ça, ce sont des garants d'unité. Et vous savez que la politique du président Paul Kagame, c'est un service rendu à tout citoyen. Nous, les responsables, les autorités et autres responsables, nous sommes garants de ce service rendu aux citoyens et nous sommes redevables de ce service-là. Et lorsque nous n'accomplissons pas ce que nous devons faire, nous répondons de nos erreurs et même s'il faut prendre des sanctions, les sanctions sont prises, je crois que vous l'observez très régulièrement. Donc cela, c'est vraiment des garanties. Voir que les responsables gouvernementaux sont proches des populations, travaillent pour les populations et les populations aussi voient que le pouvoir, l'autorité du Rwanda, c'est une autorité qui sert l'intérêt général, l'intérêt public. Donc on va continuer dans ce sens-là et je crois que, je n'hésite même pas à dire que le pays continuera à progresser et que l'unité des Rwandais sera sauvegardée comme il faut. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous remercie aussi. Bonne journée. Merci.